Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renos. Tiens, vous savez, ces montres connectées qu'on porte pour suivre notre activité physique, on peut être si concentré sur l'objectif des 10 000 pas par jour, un chiffre facile à compter, qu'on oublie de vérifier si l'on dort suffisamment. Une donnée plus difficile à mesurer, mais qui peut être encore plus importante. Les gouvernements peuvent tomber dans ce même piège. C'est une excellente analogie. Et dans ce deuxième épisode de notre série Government Analytics Handbook, nous allons justement explorer ce problème en profondeur. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des promesses de l'analytique gouvernementale. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe lorsque les données elles-mêmes, ou la manière dont elles sont utilisées, nous conduisent dans la mauvaise direction. Nous nous appuierons sur la deuxième partie, Foundations of Government Analytics, du The Government Analytics Handbook, pour explorer cette question. Exactement. Alors, comment s'assurer que l'on mesure vraiment ce qui importe? Et une fois que l'on dispose de ces données, comment faire en sorte qu'elles soient réellement utilisées pour résoudre les problèmes? Tout repose sur deux grandes idées. Premièrement, il faut ce que les chercheurs appellent un ensemble équilibré de données afin d'éviter les pièges des mesures trop simplistes. Deuxièmement, il faut une stratégie bien réfléchie pour encourager une utilisation intentionnelle de ces informations. D'accord, commençons par ces pièges. On entend souvent dire «ce qui est mesuré est géré», mais ce document que nous examinons ajoute un avertissement assez frappant. En effet, une formulation plus juste serait ce qui est mesuré est géré, même lorsque cela n'a aucun intérêt, et même lorsque cela nuit à la mission de l'organisation. Cela crée des risques considérables. Comme donner une fausse impression de réussite? Exactement. Prenons les réformes de la gestion des finances publiques au Malawi. Pendant des années, les projets étaient considérés comme réussis parce qu'ils suivaient des indicateurs faciles à mesurer, la quantité de matériel acheté ou l'installation de nouveaux logiciels. Donc, on mesurait la forme, mais pas la fonction réelle. C'est exactement ça. Près de 70% des indicateurs suivaient des changements de forme et non l'amélioration réelle du système budgétaire du pays. Cela a créé une illusion de réussite qui a complètement masqué les problèmes structurels, lesquels ont ensuite éclaté lors du scandale de corruption Cashgate en 2013. Incroyable. Les données masquaient en réalité la vérité. Ça me fait penser à un autre exemple plus récent, mentionné dans le plan. Oui, celui-ci est fascinant. En octobre 2019, le Global Health Security Index classait les États-Unis et le Royaume-Uni comme les pays les mieux préparés au monde face à une pandémie. Les critères portaient sur des aspects techniques, les infrastructures, l'expertise, les laboratoires. Des éléments faciles à mesurer, et nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. Exactement. Une analyse publiée plus tard dans le Lancet, portant sur 177 pays, a conclu que ces indices de préparation étaient, je cite, pas significativement associés à une diminution des taux d'infection ou de mortalité pendant la pandémie de Covid-19. Alors qu'est-ce qui a vraiment fait la différence? Des éléments beaucoup plus difficiles à mesurer. L'étude a montré que la confiance dans le gouvernement et un niveau plus faible de corruption gouvernementale présentaient une corrélation statistiquement beaucoup plus forte avec des taux d'infection plus faibles. Pour beaucoup de nos auditeurs, il ne s'agit pas de débats politiques abstraits. Ces facteurs influencent directement leur vie quotidienne et leur travail. C'est une conclusion remarquable. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un autre risque, celui où la mesure finit par remplacer la véritable gestion. Exactement. Cela se produit lorsque les activités produisant des résultats mesurables prennent le dessus sur celles qui sont pourtant essentielles, mais difficiles à mesurer. Un exemple frappant vient du Service national de santé britannique. Une mise en concurrence des hôpitaux a été instaurée pour réduire les temps d'attente. Et j'imagine que les temps d'attente se sont effectivement améliorés. Oui, mais cette focalisation sur un seul indicateur a entraîné une augmentation importante du taux de mortalité des patients après un infarctus traité en urgence, un indicateur qui, lui, n'était pas suivi et a donc été négligé. C'est c'est révoltant. On pense améliorer le système alors qu'en réalité on lui fait du mal. C'est un exemple classique d'incitation perverse. On retrouve le même phénomène dans un programme de santé au Nigeria. Les États étaient récompensés lorsqu'ils amélioraient 6 indicateurs de santé prioritaires,
Résultat, les équipes de terrain se sont concentrées sur les gains faciles, comme distribuer des compléments vitaminiques, plutôt que sur des objectifs beaucoup plus difficiles mais essentiels, comme réduire la mortalité maternelle. D'accord, le problème est désormais très clair. Passons au point de bascule. Comment les décideurs peuvent-ils éviter ces pièges? Vous avez parlé d'un ensemble équilibré de données. C'est la voie à suivre. L'idée consiste à combiner différents types de preuves afin de comprendre réellement ce qui se passe. Une partie essentielle de cette approche est d'intégrer les données qualitatives. Elles permettent de comprendre pourquoi quelque chose fonctionne ou pas. Donc, pas seulement les chiffres, mais aussi les histoires qu'ils racontent. Exactement. Par exemple, un essai contrôlé randomisé portant sur un programme de promotion de la démocratie dans les zones rurales en Inde a conclu en moyenne à une absence d'effet moyen, 0. Pourtant, une étude qualitative menée en parallèle a révélé la vraie histoire. Laquelle? Cette moyenne de 0 masquait d'énormes différences. Le programme fonctionnait très bien pour les groupes bénéficiant d'un fort soutien local, mais il était en réalité nuisible pour les groupes confrontés à de profondes inégalités locales. Les chiffres seuls ne révélaient absolument pas cette réalité. Donc, la dernière pièce du puzzle consiste à préserver une place pour le jugement humain. Reconnaître que tout ce qui compte ne peut pas forcément être mesuré. Absolument. Il y a une excellente citation du théoricien du management Henry Mintzberg qui résume parfaitement cette idée. Si vous ne pouvez pas le mesurer, il faudra le gérer. Et si vous pouvez le mesurer, il faudra d'autant plus le gérer. J'aime beaucoup cette formule. Une fois qu'on dispose de cet ensemble équilibré de données, le défi suivant consiste à faire en sorte que les gens les utilisent vraiment, car le document souligne que le simple fait de disposer des données ne garantit pas leur utilisation. C'est effectivement l'étape cruciale. Beaucoup de nos auditeurs qui travaillent dans le secteur public ou de développement reconnaîtront probablement ces difficultés. Les recherches distinguent 4 manières dont les informations de performance sont utilisées dans les administrations. Il y a d'abord l'utilisation intentionnelle, qui est l'objectif, utiliser les données pour apprendre et prendre de meilleures décisions. Ensuite, l'utilisation passive, où l'on fait le minimum nécessaire pour être conforme. Exactement. Puis vient l'utilisation politique, où les données sont sélectionnées de manière à présenter une administration sous son meilleur jour. Enfin, il y a l'utilisation perverse, la plus dangereuse, où la pression excessive conduit à manipuler le système, voire les données elles-mêmes. Alors, comment orienter les organisations vers une utilisation intentionnelle? Il faut la mesurer. Le Government Accountability Office des États-Unis, ou GAO, constitue un excellent exemple. Depuis des décennies, il interroge régulièrement les responsables fédéraux afin de suivre comment les données de performance sont réellement utilisées. Donc ils analysent l'analytique du gouvernement. C'est ingénieux. Tout à fait. Et leurs données à long terme montrent clairement ce qui favorise une utilisation intentionnelle. 2 facteurs ressortent. Des dirigeants qui s'impliquent activement dans les données et la mise en place de routines organisationnelles solides, comme des revues trimestrielles des progrès fondées sur les données. C'est logique. Les dirigeants montrent ce qui est important. Mais pour utiliser les données, il faut aussi leur faire confiance. C'est indispensable. Et cette confiance repose sur la transparence. Certaines organisations mettent à disposition des outils open source qui permettent de produire des analyses reproductibles et crédibles. Mais il reste un dernier élément, le throughput. Le throughput? Cela signifie que lorsqu'on collecte des données à des fins de redevabilité, par exemple via une enquête auprès du personnel, les personnes concernées doivent constater que ces données débouchent sur des actions concrètes. Sinon, cela devient simplement de la poudre aux yeux et nourrit le cynisme. Autrement dit, il faut boucler la boucle. Exactement. Un exemple excellent vient du Brésil. Après qu'une enquête ait révélé que la majorité des fonctionnaires fédéraux avaient été témoins de pratiques contraires à l'éthique, le contrôleur général s'est engagé publiquement à utiliser ces résultats pour lutter contre la corruption. Ce simple engagement a renforcé la crédibilité de toute la démarche. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir de bonnes données, mais aussi de construire une culture et des systèmes qui leur permettent d'avoir un impact réel. C'est exactement le cœur du sujet. Le passage des données à la décision n'est jamais automatique. Il y a un choix conscient,
Abandonner les indicateurs faciles, souvent trompeurs, au profit d'une compréhension plus riche et plus équilibrée de la réalité. Et au-delà de cela, il exige que les dirigeants mettent en place les bonnes pratiques et démontrent leur engagement à transformer ces enseignements en actions concrètes. L'objectif est de faire de l'analytique un véritable outil de résolution des problèmes et non un simple rapport destiné à prendre la poussière sur une étagère. À vous, Reinos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.